Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ici également parmi vous. Merci à Archilocus et à Controlweb pour l'accueil. Donc, je me présente, je m'appelle Loïc, donc je travaille à Théodo. On est une société de conseil et de développement web, également spécialisée dans la data, dans le DevOps. Et au sein de Théodo, j'occupe le rôle de directeur technique de notre département e-commerce. J'aide nos clients à construire des plateformes e-commerce et ça me permet de voir différents types d'architecture, des bonnes et également des moins bonnes. Ça me fait plaisir de vous partager mes apprentissages ce soir. Pour commencer, est-ce que vous vous souvenez du PhoneBlock? Est-ce que ça... Moi, je vois pas mal d'acquiescements. Donc c'était oui. Donc c'était un téléphone modulaire qui était censé mettre fin à l'obsolescence programmée. Pourquoi? Parce que si jamais un composant était cassé, on pouvait directement le changer sans avoir à remplacer tout le device. Ça permet également de construire un téléphone adapté à vos besoins. En fait, si vous êtes passionné de photo, vous pouvez prendre le meilleur appareil photo. Si vous aimez jouer à des jeux vidéo, vous pouvez prendre une bonne carte graphique et également une bonne batterie. Malheureusement, ce projet n'est jamais devenu réalité. Google l'avait quand même repris avec le projet ARA, mais à cause de contraintes techniques, en fait, dans le physique, c'est hyper dur d'avoir cette modularité. Le téléphone avait une épaisseur de 4 cm et du coup, c'était pas du tout acceptable pour le marché. Mais nous, on a de la chance parce qu'on travaille dans le digital qui n'est pas physique et cette modularité, on peut l'avoir. Bon, ça ne va pas mettre fin à l'obsolescence programmée, mais au moins on va pouvoir mettre fin au replatforming cycle. C'est quelque chose de très classique dans les boîtes, notamment e-commerce, où on va tous les 5 ans engager un projet de refonte qui va durer 3 ans pour totalement changer de plateforme. Et donc ça, on y répond avec les architectures composables. Déjà, le terme architecture composable, est-ce que ça parle à beaucoup d'entre vous à main levée? Donc non. En fait, c'est tout à fait normal. Le terme est pas très populaire et très récent. On a commencé à en parler il y a 2 ans, pour la toute première fois dans des rapports Gartner, qui disaient que les applications composables allaient apporter de la résilience, de l'adaptabilité et des croissances des business. Et le composable est un peu trending en ce moment dans le e-commerce, avec le terme de composable commerce. Pourquoi? Parce que le e-commerce, c'est un secteur hyper concurrentiel et du coup, les e-commerçants ont besoin d'innover et sont souvent les early adopters de nouvelles technologies. Donc, pour comprendre en quoi ça consiste et comment on en est arrivé là, je vous propose de faire un retour en arrière et puis un avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Commençons par les années 90, les débuts du web. Tim Berners-Lee va créer le premier navigateur et des standards qu'on utilise toujours aujourd'hui, HTML, URI, HTTP. Et à cette époque, on créait des gros monolithes. C'est vraiment la période monolithique des gros serveurs qui récupèrent de la donnée pour construire des pages web et les renvoient aux clients. Ça marche plutôt bien. On passe de 44 millions d'utilisateurs dans les années 90 à 412 millions dans les années 2000. Les architectures vont devoir évoluer. C'est l'avènement des services. Côté entreprise et développement, on commence à faire des services orientés d'architecture. Donc, pour apporter de la modularité, de la réutilisation, on crée des services qui partagent de la donnée via des Enterprise Service Bus. Et du côté des SaaS, il y a les premières plateformes SaaS qui apparaissent. Salesforce qui sort son CRM, Shopify, également SAP qui sort sa première version web à cette époque. Donc il y a des SaaS qu'on achète, mais également des services open source qui se développent. Des services assez complets comme Magento pour du e-commerce ou WordPress pour du blogging. À cette époque-là, on parle vraiment de stratégie build or buy, donc pour développer en business,
Est-ce que je vais embaucher des équipes de développement à foison et construire mes solutions, ou acheter des solutions déjà toutes faites, comme du Shopify ou SAP. Ensuite, Steve Jobs présente l'iPhone et ça va complètement changer la façon dont on consomme le web. Le nombre de connexions va exploser avec tous les smartphones. On atteint presque 2 milliards d'utilisateurs en 2010. Et donc les architectures doivent encore une fois s'adapter. C'est le boom des microservices. Donc les API SOAP XML sont remplacés par des API JSON. On va faire des microservices vraiment indépendants. On va faire du headless pour supporter la multitude de devices. Et on parle alors d'architecture Mac pour microservices, API First, Cloud Native et headless. Côté open source et SaaS, les services se sont aussi développés. Les services sont devenus hyper spécialisés. On prend des services, par exemple, spécialisés dans la recherche, avec, par exemple, Algolia côté SaaS ou TypeSense côté open source. Et ces services sont beaucoup plus spécialisés, mais également beaucoup plus connectés. Ils sont vraiment API first, et on peut facilement les utiliser pour les intégrer à nos plateformes. C'est plus du tout monolithique. Aujourd'hui, la richesse du marché est tellement large que quel que soit le besoin qu'on a, un peu comme une vieille pub d'Apple, there is an app for that, on peut facilement trouver une solution, qu'elle soit open source ou SaaS, qui réponde à notre besoin. Et nouveauté, les solutions no-code, low-code se sont elles aussi très fortement développées, avec des solutions qui permettent de construire des fronts, des solutions d'automatisation, ou même des solutions qui permettent de gérer de la donnée, comme par exemple des Airtable. Et ces solutions sont également complètement connectées, c'est-à-dire qu'elles sont également API first, et donc on peut facilement les intégrer au reste de notre architecture. Il y a toujours plus d'utilisateurs d'Internet, et en 2020, le Covid va vraiment bouleverser le monde entier. Les entreprises ferment, elles doivent s'adapter hyper rapidement, ouvrir des stores avec de la livraison à domicile, ou lancer de nouveaux sites en ligne ou de nouveaux services. Et donc, pour répondre à ce besoin, les architectures web vont encore une fois s'adapter. On rentre dans l'ère du composable. Donc, globalement, en quoi ça consiste ? On va s'appuyer sur toutes les précédentes innovations pour composer encore plus rapidement son architecture. On change de paradigme. Là où avant, on se disait, OK, est-ce que je fais plutôt tout moi-même en développement custom, ou est-ce que je vais plutôt acheter des grosses solutions qui font tout ? On va plutôt se dire, OK, je vais faire les deux. Je vais pouvoir, parfois, quand j'ai des besoins hyper spécifiques, faire des développements sur mesure custom qui collent aux besoins de mon entreprise. Et quand c'est du générique, je vais plutôt utiliser une solution de marché qui marche très bien. Donc, comment est-ce qu'on structure ça au cœur des architectures composables? Il y a ce qu'on appelle le PBC, donc c'est le Package Business Capability. Donc, qu'est-ce qu'un PBC? C'est un ensemble de services. Donc, ça peut être parfois qu'un seul service ou plusieurs services. Attention à pas trop découper et à faire des trop petits microservices, parce que on peut vite tomber dans l'enfer des dépendances. Donc, bien attention au découpage. Et cet ensemble répond à un besoin métier spécifique. Et il interagit avec d'autres PBC en utilisant des API, des user interfaces ou des canaux événementiels. Et on assemble tous ces PBC pour construire son parc applicatif. Et donc, autre spécificité, parfois, en fait, un seul service technique
peut répondre à plusieurs PBC. On n'est pas obligé non plus d'avoir des services séparés. Donc voici des exemples de PBC très classiques, très standards dans le e-commerce qu'on retrouve quasiment tout le temps. Donc c'est par exemple des PBC pour la gestion des comptes, où là en fait, au lieu de le faire soi-même, on peut utiliser un service d'autante fourni par un cloud provider. Après, il y a la gestion des comptes customers, la gestion des commandes, la recherche, le paiement. Et donc, pour chacune de ces solutions, pour chacune de ces PBC, on va se poser la question, quelle est la meilleure solution qui répond aux besoins? Je vous propose de voir un exemple concret. Donc, c'est un client qu'on a aidé pour construire une marketplace qui met en relation des coureurs et des organisateurs de courses et qui leur permettent d'acheter des billets de running. Donc c'était une start-up. Donc pour se développer très rapidement, ils ont fait du no-code. Et en quelques semaines, ils avaient un prototype fonctionnel où en fait, des gens pouvaient acheter directement des courses et ils utilisaient une solution de paiement comme Stripe pour le paiement. Et donc ça leur a permis de valider en quelques semaines leurs hypothèses et d'avoir une plateforme fonctionnelle. Ensuite, comme toute marketplace, ils avaient le besoin d'acquérir des vendeurs de courses. Et donc pour ça, ils ont encore utilisé des solutions no-code. Donc ils ont construit une interface admin qui permettait de rentrer à la chaîne toutes les courses qui existaient sur le marché. Et ces courses étaient récupérées automatiquement via un CRM, ce qui permettait après à des sales d'aller contacter tous les organisateurs et leur dire est-ce que vous voulez proposer votre course sur notre plateforme. Et ça a bien marché. Donc toujours sans aucun dev pour l'instant, mais après ils ont voulu améliorer l'expérience pour les clients et améliorer le SEO aussi également. Donc pour ça on atteint les limites des solutions no-code pour avoir des fronts hyper performants. Là on a mis en place du coup un front sur mesure en Next.js en utilisant pour la recherche une solution de recherche classique et en utilisant pour toute la partie e-commerce, là aussi plutôt que de la développer, une solution e-commerce qu'on a pu un peu customiser. Mais la solution e-commerce SaaS qu'on avait retenue, elle avait des problèmes. Au bout d'un mois, il y a eu plusieurs grosses périodes de downtime où du coup on était vraiment inquiet sur la stabilité à long terme et également des gros problèmes de performance qui étaient assez aléatoires. Et grâce à une bonne architecture composable, un bon découplage, on a pu entièrement remplacer toute la brique e-commerce en 2 semaines. Le tech lead à lui seul qui a en 2 semaines remplacé toute la brique e-commerce. Donc, revoyons ensemble les bénéfices d'une architecture composable. Tout d'abord, ça permet d'aller vite. Ça permet d'aller vite quand on veut réagir à des incidents. Encore une fois, l'exemple de la plateforme dont il a fallu se débarrasser parce qu'au final, la qualité était plus au rendez-vous. On a pu la changer rapidement. Ça permet aussi de s'adapter et d'innover. Imaginons qu'on souhaite rajouter un nouveau service de chat avec de l'intelligence artificielle. On peut facilement rajouter et plugger une nouvelle brique à notre architecture composable sans avoir à faire des modifications sur sans avoir à faire trop de modifications sur notre existant. Ensuite, ça permet également de créer des meilleures expériences pour les utilisateurs pour 2 raisons. Tout d'abord, ces expériences elles vont être plus uniques. C'est vraiment l'analogie avec les Lego. Avec des Lego, il y a une infinité de combinaisons possibles. Et donc, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Quelque chose d'unique qui correspond vraiment à l'ADN de l'entreprise. Et ces expériences elles vont être également plus avancées. On parle de stratégie best of breed. En fait, on va pouvoir prendre les meilleures solutions du marché sur étagère. Et par exemple, si on prend l'exemple de la recherche, il y a des solutions qui existent, qui sont faites par
des très grosses équipes et on aurait du mal à égaler leur niveau sur la recherche. Et enfin, troisième avantage, donc, on a des avantages techniques qui sont globalement les mêmes avantages que ceux qu'on a avec les architectures microservices, c'est-à-dire une meilleure résilience, une meilleure modularité. Donc, je vais montrer un exemple avec des startups, mais ça marche aussi chez des grosses boîtes. Il y a un talk assez intéressant de Lego, très bien placé pour faire des architectures en Lego, qui, du coup, en 2017, faisait un déploiement par mois. Et au moment où ils ont sorti leur plus gros set, au bout de 7 commandes par seconde, le site a crashé. Et à chaque fois qu'ils lançaient ce set dans un nouveau pays, la plateforme crashait. Ils se sont dit qu'il y avait un gros chantier à faire. Ils ont débarré une énorme refonte qui a duré 4 ans pour créer une nouvelle architecture composable. Et en 2021, ils arrivaient à plusieurs déploiements par semaine et ils tenaient très facilement 35 commandes par seconde. Donc, il peut y avoir pas mal d'avantages, mais il y a toujours des trade-offs. En composant, on peut vraiment créer des monstres tentaculaires et pas du tout uniformes. Si on maîtrise mal l'implémentation, en fait, on peut directement dégrader la qualité technique. Avec un mauvais découpage, en fait, on va pouvoir introduire des problèmes de performance, des problèmes de maintenabilité, avec des dépendances, ça impacte vraiment la maintenabilité. Et ces problèmes de qualité technique, du coup, vont dégrader l'expérience utilisateur. Un bug, ça ne fait pas plaisir aux utilisateurs. Une mauvaise performance non plus. La dernière promesse, qui était l'ajout de valeur rapide, là encore, avec une mauvaise implémentation, on ne l'a pas du tout. Donc, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et regarder comment réussir une implémentation composable. Et le plus dur et le premier sujet, c'est comment bien choisir les outils composables. Donc, il y a pas mal de questions à se poser. Donc, les apprentissages qu'on a eus sur plusieurs projets. La première, c'est pour chaque PBC, est-ce que je vais plutôt le construire moi-même ou acheter une solution de marché ou utiliser une solution open source ou faire du no-code? Donc vraiment, est-ce qu'on va faire une stratégie buy versus build? Donc là, ce qui vient tout de suite, ce qui est très évident, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la couverture fonctionnelle. On se dit, OK, voilà mon besoin tel qu'il est exprimé par les métiers. Et là-dessus, il faut vraiment faire attention à surtout pas faire d'overplanning. Il vaut mieux apporter de la valeur très rapidement en achetant une solution plutôt que passer plusieurs mois à développer une solution custom pour apporter une toute petite fonctionnalité. Donc, il y a vraiment des calculs de ROI à réaliser. Et enfin, attention au Total Cost of Ownership, au TCO. Et donc là, c'est vérifier l'ensemble des coûts, les coûts de maintenabilité, les coûts de licence, les coûts de maintenance, les coûts de dev. Ce qui nous aide vraiment à définir notre stratégie, c'est de calculer le TCO over time et de le mettre aussi en relation avec le ROI des fonctionnalités qu'on souhaite développer, vraiment en termes de gain business. Et ça, c'est vraiment ce qui permet de faire le bon choix quand on met en relation le TCO over time avec les gains business sur la durée qui sont estimés. Et souvent, donc les SaaS sont des pay per use, donc on paye à l'usage. Donc souvent, au début, quand on commence, il vaut mieux partir sur des SaaS. Par contre, le build, c'est vraiment un investissement plus sur le long terme. Et donc, une fois qu'on a validé les business models, il vaut mieux build après. Ensuite, la deuxième question, est-ce qu'on souhaite à tout prix éviter
quand on fait une architecture composable, c'est à être vendor lock avec les solutions qu'on choisit. Donc pour ça, il faut bien faire attention aux différentes API que les solutions proposent. Bien regarder la documentation, regarder tous les canaux événementiels qui sont mis à disposition par ces solutions. Est-ce que j'ai par exemple des webhooks avec du retry et de qualité sur lesquels on peut se brancher pour récupérer la donnée. L'ownership de la donnée aussi, c'est quelque chose qui est hyper important et qui peut être dangereux avec des solutions SaaS. C'est si on commence à avoir beaucoup de données dans ces solutions, il faut bien vérifier qu'on va être capable de l'extraire si jamais on veut la migrer plus tard. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces solutions, quel est leur degré de composabilité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les utiliser partiellement? Il y a des solutions SaaS qui facturent, par exemple, à l'usage de certaines API. En fait, ils sont découpés en modules et on paye que pour le pourcentage de modules qu'on utilise chez eux. Donc ça, c'est des solutions qui sont bien composables, parce qu'on peut utiliser, par exemple, sur une solution e-commerce, que le catalogue, et en fait, je fais mon propre checkout à côté. Donc il y a la MAC Alliance, qui est une organisation qui recense et qui certifie des solutions qui sont vraiment censées être interchangeables et remplaçables, par exemple. Troisième question, quelle est la qualité technique des solutions qu'on utilise? Comme on l'a vu sur l'exemple de tout à l'heure, on aurait pu gagner du temps si, dès le début, on n'avait pas choisi une solution qui avait des problèmes de qualité technique qu'on a eu plus tard. Et le vrai apprentissage qu'on a là-dessus, c'est que souvent, sur une solution SaaS, on se dit, c'est cool, la qualité technique, je n'ai pas à m'en occuper. Justement, elle est gérée par le SaaS. En fait, non, il faut pas faire confiance aux solutions et il faut, comme on audite nos propres applications, auditer techniquement des solutions SaaS ou open source. Donc on audite la performance, on audite la scalabilité, on vérifie si les rate limits qu'ils proposent correspondent bien à nos exigences. On audite la stabilité, essayer de trouver des bugs, vérifier l'uptime. Donc il y a des plateformes qui permettent de récupérer tout l'historique. On essaie également d'auditer la sécurité. Mais il y a une vraie complexité, c'est que souvent ces solutions, c'est des boîtes noires. Donc on n'a pas accès au code, on peut regarder. Donc la meilleure façon de faire, globalement, c'est de tester les outputs lorsqu'on utilise ces solutions. Donc par exemple, on peut tester la performance de solution, mais en fait, on utilise, on monitore l'intégralité des calls API qu'on fait vers ces solutions, et on fait des mesures de performance, on calcule les P95, et ça nous permet de voir à quel point elles sont performantes. Et la dernière question à se poser, c'est est-ce que cette solution correspond bien avec les compétences des équipes du client ou de l'entreprise? Là aussi, une petite histoire. Une fois, on a construit un e-commerce. On a utilisé une solution e-commerce qui était basée sur GraphQL avec du Nest.js. Ouais, c'est vraiment top, c'est assez propre. Il y a des principes du monde Java qu'on peut retrouver dans un écosystème Node. Tout est typé de bout en bout avec GraphQL. On a utilisé du Next et du React côté front. Le projet était génial, le client hyper satisfait. En plus, il avait des besoins assez custom qu'on a bien pu adresser. Et quelques mois plus tard, on a un projet quasiment similaire. On propose au client la même stack. Le client était ravi. Il nous dit, en plus, j'ai des développeurs qui font que du front JavaScript. En plus, c'est une stack full JS. Du coup, ils vont facilement pouvoir bosser sur le front et le back. Et c'était un échec. Les développeurs du client qui étaient des développeurs front n'ont pas réussi à développer des features pendant toute la première semaine, par exemple.
et à utiliser GraphQL, à faire de l'override de schéma GraphQL. Et donc le vrai apprentissage là-dessus, c'est tout d'abord, il y a vraiment un biais à se dire, OK, on fait du JavaScript de partout, ça va être plus simple. Donc ça, c'est faux. Il faut bien mesurer aussi les compétences des équipes techniques avant de proposer des solutions. Au final, après, ils ont utilisé une solution no-code. Et en fait, ça s'est bien mieux passé. Il faut former les équipes et parfois accepter de ne pas prendre la solution la plus adaptée pour le métier et de faire des trade-offs pour s'adapter aux équipes en place. Et cette histoire arrive très souvent. On a des gros clients qui ont fait il y a longtemps des gros choix sur des technologies, par exemple, de tout miser sur du Scala parce que ça répondait hyper bien à leurs problématiques de scalabilité et de performance, ou une autre boîte qui a tout misé sur du Clojure, mais en fait, c'est impossible de trouver des devs Clojure en France. Et en fait, ça leur coûte des millions. Donc, voilà toutes les questions à se poser pour choisir ces outils. Et une fois qu'on est bien équipé, on peut commencer à composer les applications. Et pour bien les composer, il faut bien savoir faire de l'architecture. J'ai remis ici des ouvrages importants d'architecture technique et je vous propose de parcourir rapidement les enseignements qu'on peut en tirer de chacun. Donc, tout d'abord, le DDD, pour vraiment bien apprendre à découper nos systèmes. Et un énorme apprentissage, c'est de mettre des ACL, des anti-corruption layers, pour totalement découpler. C'est notamment grâce à ça qu'on avait pu, sur le projet que je vous ai présenté tout à l'heure, en 2 semaines, remplacer intégralement notre solution e-commerce, puisque du coup, avec des ACL, c'est facile. Sans ACL, en fait, on doit recoder et toucher tous les fichiers du front. Il y a des très gros clients qu'on a vus qui avaient construit intégralement leur front sur des solutions e-commerce de marché dans le retail. Et ils ont été obligés de jeter toute leur couche front, dont ils étaient plutôt contents, lorsqu'ils ont voulu changer leur solution e-commerce qui leur coûtait trop cher. Et donc, ça leur a coûté également très cher. Donc, utiliser des ACL, découpler, et même sur des technologies front, des développeurs plutôt juniors ne pensent pas à le faire. On peut penser à le faire avec des technos comme Angular, qui sont très structurés, mais ça se fait moins facilement sur des technos comme React ou Vue, où des développeurs peuvent directement mettre des fetch à l'intérieur des composants. Ensuite, sur les architectures microservices, là aussi, on a pas mal d'apprentissage à garder. Donc, c'est comment déployer des microservices vraiment autonomes, comment gérer la donnée et comment la donnée communique et se déplace au sein de ces microservices. Et également la gestion des erreurs. La gestion des erreurs qui est encore plus complexe dans un contexte d'architecture composable parce que, en fait, on a plein de SaaS qui sont des boîtes noires. Des boîtes noires sur lesquelles on n'a pas la main. Et en plus, c'est une architecture distribuée. Donc, trouver la root cause d'un bug sur les architectures distribuées, c'est très tricky. Il faut tout d'abord sortir, extraire tous les logs dans une plateforme dédiée, faire du distributed request tracing, donc vraiment tracer le parcours de toutes les requêtes pour, en fait, si on a une erreur, on va être capable de remonter avec un ID pour retrouver la cause. Et très important pour répondre au problème des boîtes noires, c'est bien monitorer les outputs des SaaS que vous utilisez. En fait, pour ça, on peut facilement faire des wrappers autour des clients, API, monitorer les statuts de réponse, mais également monitorer la performance des réponses des SaaS qu'on utilise.
Et en fait, ça permet directement d'identifier des erreurs ou de remonter au provider les problèmes s'il y en a. Et enfin, les architectures hexagonales ou CleanArchi dont on parlait tout à l'heure, les principaux apprentissages qu'on peut garder, c'est vraiment la notion de port et adapteur qui aident encore une fois à découpler. Et c'est pour moi vraiment la clé d'une bonne architecture composable, c'est de ne pas faire de couplage. Donc, comme je vous montrais en début de session, on est vraiment au tout début des architectures composables. C'est le début de la vague et on sera vraiment mature sur le sujet, c'est-à-dire au plateau de productivité sur la hype cycle, dans 2 à 5 ans d'après les rapports Gartner. Les géants qui étaient avant autrefois plutôt all-in-one, tout en un, ils ont dû s'y mettre. Par exemple, il y a Salesforce qui s'est pris la pression par, je ne sais plus si c'est Adidas ou Nike qui les utilisent, pour avoir vraiment de nombreuses API de qualité pour pouvoir faire du composable. Il y a Shopify qui a lancé cette année Shopify Component. Donc on peut maintenant utiliser uniquement certaines API de Shopify et être facturé uniquement pour l'usage des API. Et on commence à voir de plus en plus de technologies qui permettent de faciliter la composition. La composition, l'agrégation, c'est vraiment ce qui est difficile sur les architectures composables. Donc il y a entre les services de plus en plus d'intégration, c'est-à-dire de plugins qui peuvent être ajoutés, qui synchronisent automatiquement toutes les données entre les différents services. Par exemple, toutes mes données e-commerce vont se retrouver sur mon système de recherche ou dans mon CMS, gestion de contenu, je vais pouvoir retrouver mes produits. Il y a eu également les front-end as a service qui sont apparus, qui sont des front-end no-code qui sont préconfigurés pour pouvoir se connecter avec certaines API de certaines solutions. Et plus récemment, il y a des nouvelles plateformes qui apparaissent, qui sont les DXCP, les Digital Experience Composition Platform. Je vous propose de faire un zoom dessus. Ces plateformes sont des plateformes qui vont pouvoir agréger tout un ensemble d'API, que ce soit des API de solutions déjà toutes faites ou des API custom. Et ils vont mettre en cache toutes ces données-là. Ces données vont pouvoir être récupérées et construites dans des plateformes no-code pour construire les fronts. Et à l'intérieur de ces plateformes no-code, il est possible d'utiliser des composants qui sont développés fait maison. Par exemple, on peut faire un composant React et le composant React pourra être drag and drop directement par une personne qui n'est pas un développeur. Et c'était déjà quelque chose de possible avec d'autres solutions no-code qui ressemblent un peu à du Webflow. Mais le gros avantage de ces solutions, c'est que le HTML, le JavaScript et le CSS qui est généré peut être récupéré à l'intérieur de votre code et hébergé sur votre plateforme. Du coup, en fait, on a tous les avantages du no-code sans les désavantages qu'on avait avant, qui étaient de mauvaises performances. Et on a commencé à le mettre en place sur certaines plateformes pour faire des contenus, on va dire, très statiques, de blogs à l'intérieur de front-end très custom. Et ça permet de gagner très vite des centaines de jours de développement. Par contre, il y a un véritable trade-off en utilisant ces outils. En fait, si on commence à utiliser des technologies de composition pour agréger des données d'autres plateformes, en fait, on devient totalement lié à ces solutions. On ne peut plus s'en débarrasser et on a une très forte dépendance. Un truc qui nous est arrivé, c'est une des plateformes qu'on a utilisées pendant une journée, elle était également down. Et du coup, ça a totalement bloqué tous les déploiements
parce qu'en fait, on récupère au build des pages statiques tous les contenus sur ça, et du coup, plus aucun déploiement passé. Donc on est vraiment très fortement lié et dépendant de ces outils une fois qu'on les utilise. Et c'est aussi du coup un avantage pour ces solutions. Donc, on passe les CMS commencent à évoluer vers des plateformes de composition parce que ça va vraiment de CMS qu'on peut remplacer à plateformes dont on ne peut plus se passer. Et les solutions d'hébergement cloud ont également compris qu'il y avait un intérêt là-dedans. Et elles aussi, elles sont en train de pivoter vers ce business model. Par exemple, il y a Netlify qui avait popularisé la Jamstack. Ils sont en train de devenir la Netlify Composable Web Platform. Donc, en plus de leur plateforme d'hébergement pour déployer des fronts, ils ont rajouté 2 nouveaux services. Un service qui s'appelle Connect, qui permet d'agréger l'ensemble des données d'autres services et de les mettre en cache. Mais également, ils ont créé une interface no-code qui permet de drag and drop des composants, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et qui permet à des équipes marketing de modifier les contenus. Vercel, autre hébergeur cloud, avait fait le même move quelques mois auparavant en lançant le visual editing, là aussi pour pouvoir permettre aux équipes marketing de modifier directement des contenus. Donc, en conclusion, on a vu que les architectures web évoluent. Il n'y a jamais rien de complètement nouveau. On fait qu'itérer. Le composable, c'est l'évolution des architectures microservices qui se basent aussi sur toutes les technologies Mac qui sont apparues. Donc ça apporte principalement l'énorme avantage, c'est de la modularité, de la résilience face à un futur incertain. Ça permet d'aller vite, mais par contre, ça a un vrai coût. Ça apporte de la complexité et il faut des bonnes compétences d'architecture pour les maîtriser et vraiment bénéficier des avantages. On a pu voir qu'il y a donc là, ce qui coûte cher, c'est la composition. En plus, on est dans un contexte où on a besoin d'économiser sur les coûts. Donc, il y a des plateformes qui arrivent pour faire baisser les coûts de composition. Pour conclure, je dirais que le futur est incertain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un futur incertain, hyper riche pour des architectures composables. Et merci de votre attention. Super, merci Loïc. Donc, ceux qui sont live, qui nous suivent en live, n'hésitez pas à poser vos questions, on va les prendre. Il y en avait une qui a été posée en live, mais qui est aussi présente sur place, donc je te passe le micro. En premier, Cyril. Merci. À un moment, tu parles de PBC, c'est ça, PBC. Dans la méthodologie TOGAF, il y a une notion de business capabilité. Je ne sais pas si tu connais, qui aussi essaye de découper en fait un métier en capacité, et du coup de dire cette capacité, par exemple, elle est cœur pour notre métier, notre business. Du coup, on va l'internaliser. D'autres qui sont plus support, comme l'envoi d'email. Du coup, ça, on peut l'externaliser. Est-ce que c'est un peu la même approche en disant j'ai plusieurs groupes et sur chaque groupe, je vais prendre des décisions différentes selon le contexte? Alors, je ne connais pas la méthode, mais c'est vraiment ça l'idée. En fait, on va créer ces PBC et on se dit quelle stratégie je vais mettre en place pour l'implémenter, soit en le faisant nous-mêmes, soit en utilisant un service externe qui va le faire, ou même de l'open source ou du no-code family. Du coup, à chaque fois, on va vraiment se poser cette question, en effet, pour chaque PBC. Ok. Bonjour. C'est plus pour compléter ce que tu étais en train de dire. Dans TOGAF, effectivement, on a la notion d'ABB, architecture building block, qui pour moi résonne énormément avec cette histoire d'architecture composable. Après, là où on peut aller plus loin par rapport à ça, là où TOGAF va, où là on n'y a pas été aujourd'hui, mais la présentation est déjà énormément riche en contenu. Enfin, il y avait tellement de choses dites, donc on peut pas tout dire comme ça en peu de temps, mais la modularisation, le fait de composer, ça peut aller aussi jusqu'à l'organisation, les équipes métiers. Et donc finalement, c'est carré que tu as montré tout à l'heure avec le CART, tout ça, à un moment donné, ça peut être une proposition d'organisation pour finalement
l'entreprise qui va vouloir finalement découper les choses dans ce sens-là. Et, et ce découpage-là, il n'est pas que dans les équipes techniques, il peut aller jusque dans les équipes métiers, quoi. Et moi, j'ai fait énormément de parallèles. Je fais beaucoup plus d'architecture d'entreprise que de l'architecture technique, et je voyais beaucoup de choses. Finalement, cette notion-là que tu présentais de capacité, capabilité, d'avoir des solutions best of breed, c'est quelque chose qu'effectivement je vois depuis quelques temps. Et ce que je voulais dire aussi, c'est dans Archilocus, on avait eu il y a quelques mois une discussion, un tour de table sur l'architecture plateforme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, on est pile poil, j'ai l'impression, dans le même sujet qui est de dire demain, je dois travailler avec des tiers. Comment je fais, quoi, comment je m'intègre avec eux, comment facilement je peux évoluer. Voilà. Et là où, pour moi, un des trucs qui a le plus résonné dans la présentation, c'est le risque que je vois tout le temps. C'est finalement ces tiers, c'est des entreprises. Elles aussi, elles ont intérêt à croître et donc à proposer davantage de fonctionnalités et donc à sortir de ce périmètre de spécialisation. Et donc, c'est comment on arrive à... C'est le monstre dont tu parlais à un moment donné dans un slide. C'est comment on arrive à dire non, attention, ce truc-là, on l'a prévu pour le paiement, mais pas pour les factures, par exemple, au hasard. Et comment on arrive à maintenir ce truc-là, de dire non, c'est cette architecture best of breed, finalement, faut vous contenir. Oui, c'est facile à intégrer, oui, on pourrait aller très vite, mais finalement, on va préférer peut-être un chemin un peu plus lent qui nous permet de garder notre modularité. Ça, c'est le seul truc dans la présentation. J'ai dit, tiens, on va vite, mais en même temps, on est modulaire. J'ai dit, attention, moi, quand je veux justement rester modulaire et m'adapter pour le futur, j'ai plutôt tendance à faire des choses qui vont, comme tu l'as dit à un moment donné, tu as dit c'est plus complexe. Bah ouais, mais quand c'est plus complexe, je mets plus de temps à le fabriquer. Mais derrière, si je dois changer, ce sera plus facile. C'est exactement ça, c'est un investissement pour le long terme. Et dernière chose, après je passe la main, mais tu as dit à un moment donné aussi, fonctionnellement, projetez-vous, mais pas trop loin dans une cible. Et c'est vrai que moi j'ai eu un discours avec un métier il n'y a pas très longtemps où la question que je lui ai posée, j'ai dit, est-ce que tu accepterais, si tu me demandes cette fonctionnalité-là demain, que je te dise qu'il y en a pour 1 an de projet? Parce que c'est ça aussi, c'est de se dire, vous projetez pas trop loin. Oui, mais si demain tu en as besoin, est-ce que tu acceptes que la durée du projet, c'est 2 ans parce qu'il faut refaire la colonne vertébrale de ce qu'on a fabriqué? Et si la réponse à ça, c'est non, si je te le demande, je veux que dans les 3 mois, on l'ait, du coup, on va considérer que ça fait partie des fonctionnalités à faire, quoi. Et mon expérience me dit, travailler avec les métiers sur ces visions de après-demain, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Ce qui nous aide le plus, ce que je présentais, c'est vraiment de faire calculer le ROI business de ces fonctionnalités, vraiment demander au métier, OK, tu penses gagner combien d'argent sur quelle période de temps avec ces fonctionnalités, et de mettre ça en parallèle avec le TCO, en fait, le coût d'implémentation, de développement, et de en fait, faire plusieurs versions de ces graphiques avec différentes solutions. Et après, on compare le plus rentable, et ça aide à trancher, quoi, d'avoir vraiment des chiffres. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok, merci. Merci Loïc. Et on fait une pause un petit peu plus longue peut-être. On va dire 10 minutes. C'est bon? Le temps de mettre exactement la table ronde en place. Merci beaucoup.